pour ce premier magazine du congrès du CNCH, du Collège national des cardiologues des hôpitaux. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes et au cours de cette édition, nous allons d'abord parler du virage ambulatoire avec Géraldine Gibaud-Gentil et Raphaël Lasserre. Comment décide-t-on d'opérer un patient en ambulatoire? Comment le soigner? Et puis nous parlerons aussi d'innovation avec un projet ambitieux, celui de développer des espaces lounge. Nous débattrons ensuite avec Michel Pansieri et Géraud Souterrain sur un sujet qui fâche. Pourquoi vouloir ouvrir le TAVI à des centres sans CEC? Est-ce un risque ou pas pour le patient? Et enfin, Franck Albert viendra nous rejoindre sur ce plateau pour parler des avancées scientifiques en matière de coronarographie. Bonjour Géraldine Gibaud-Gentil, bonjour Raphaël Lasserre. Alors, en France, en cardiologie, eh bien, les actes médicaux, on va dire, la coronographie et l'angioplastie sont les techniques médico-chirurgicales les plus faites et elles sont souvent faites en hospitalisation dite de semaine, rapide. Mais depuis quelque temps, vous-même, vous l'avez pratiqué en ambulatoire. Alors, vous travaillez donc à Versailles et depuis 2 ans et demi, vous faites des coronaires en ambulatoire. Comment ça se passe concrètement ? Oui, effectivement, Géraldine, on a développé une unité d'ambulatoire qui est attenante à notre salle de cathétérisme et nous avons donc écouté en fait les demandes des patients. C'est vrai que c'est une technique qui en fait est connue pour être ambulatoire dans certains pays depuis très longtemps, depuis les années 80. Donc il y a un confort, une demande du patient. Il y a nos autorités aussi qui nous encouragent à développer l'ambulatoire. Est-ce que ça se passe, le patient entre le matin à 8h et il en ressort 4 heures plus tard? Voilà, on a 2 sessions, parce que l'ambulatoire, ce sont des fauteuils, ce ne sont pas des lits d'hospitalisation traditionnels. Et on peut faire 2 sessions, c'est-à-dire qu'un patient qui rentre à 8h peut sortir à midi, 4 à 6 heures après, sans sur-risque pour lui. Et puis une deuxième session l'après-midi. Le patient rentre à 13 heures et sort vers 17 heures. C'est beaucoup plus rentable pour l'hôpital. C'est sans doute plus rentable, ça reste à prouver, c'est compliqué à évaluer, la rentabilité en termes de coûts et de bénéfices, mais effectivement, ça permet une fluidité des lits d'hospitalisation classique, une fluidité des lits au niveau des soins intensifs, donc effectivement, sur ce plan-là, en tout cas, c'est rentable. Et est-ce qu'il y a un risque pour le patient ou pas ? Non, les études ont montré, donc depuis les années 80 et jusqu'à maintenant, que ce soit pour la coronarographie ou pour l'angioplastie, qu'il n'y avait pas de sur-risque à partir du moment où on surveille le patient, 4 à 6 heures après l'intervention, et que bien sûr, on sélectionne parfaitement à la fois les patients, mais aussi les actes qu'on propose en ambulatoire. On va revenir après. Vous, Raphaël Lasserre, ça se passe différemment dans votre service, mais vous voulez surtout créer, parlez-nous d'innovation, faites-nous rêver, on va dire. Vous avez le projet ambitieux de créer des espaces lounge. C'est quoi exactement ? Oui, en fait, lorsqu'un patient vient pour une coronarographie, vous avez la phase d'accueil du patient, vous avez la phase de retour du cath lab où ils sont surveillés à peu près pendant 1 heure de façon rapprochée. Et puis vous avez une période assez longue de 3-4 heures, comme le disait Géraldine, où les patients finalement attendent, vont bien, il ne se passe pas grand-chose, attendent que les médecins finalement viennent les libérer, ils attendent sur leur fauteuil d'ambulatoire. Alors l'idée est de diviser notre hôpital de jour afin d'avoir une rotation des patients sur 3 endroits, 3 sites sur l'hôpital ambulatoire. Un premier site pour l'accueil des patients, on va les préparer au bloc opératoire. Un deuxième site qui va être une phase de surveillance rapprochée où on va mettre des longères. Vous allez avoir 3 ou 4 méridiennes, on va dire, où les patients sont allongés et peuvent être surveillés de façon rapprochée par les infirmières. Et puis une fois que cette heure de surveillance post-opératoire s'est bien passée, ils vont pouvoir aller dans un univers que j'ai appelé lounge, mais qui va comprendre à la fois une table avec des chaises. Un patient va aller chercher son plateau, s'alimenter, se servir un café, partager un instant avec un accompagnant. Il y aura aussi un point informatique où il pourra consulter Internet sur un ordinateur portable ou brancher son appareil. Et enfin, un coin télé où tout simplement il pourra assister à une émission culturelle ou sportive. Donc c'est beaucoup plus agréable pour le patient et c'est sans risque. L'objectif est d'améliorer son confort tout en garantissant sa sécurité.
Mais c'est pareil dans l'unité ambulatoire. Là aussi, il faut, c'est sans risque pour le patient, à condition qu'il soit bien suivi en ville, à condition qu'il y ait des acteurs clés quand même. Il faut organiser son ambulatoire et c'est le point fondamental. C'est énormément d'organisation en amont. On organise ce qu'on appelle le parcours de soins du patient, c'est-à-dire qu'on réfléchit à, lorsque le patient va devoir avoir cet acte, cette coronarographie, comment ça se passe ? Quel est le numéro de téléphone pour lequel il doit, avec lequel il doit appeler en cas de problème. On doit organiser son hospitalisation, donc il doit pouvoir avoir un interlocuteur qui va sélectionner le patient, qui va pouvoir dire est-ce que ce patient est candidat ou ne l'est pas. Ensuite, il y a un envoi de documents obligatoires, que ce soit un bilan biologique, des consentements qui doivent être signés en amont de l'acte chirurgical ou de l'acte interventionnel. Ensuite, le patient doit savoir où il doit se rendre et il doit avoir les informations nécessaires à l'accueil, à quelle heure il doit être accueilli, qu'il doit avoir nécessité d'un accompagnant qui vient le rechercher, mais aussi qui l'accompagne pour la soirée et pour la nuit, et être bienveillant, lui dire qu'il aura un coup de téléphone le lendemain pour voir si tout s'est bien passé. Est-ce que les textes légifèrent très précisément tout cela ou pas ? En ce qui concerne les actes de coronarographie et d'angioplastie, aucun texte. On s'est basé beaucoup sur la Société française d'anesthésie et de réanimation, qui, elle, est très en avance, notamment pour la chirurgie ambulatoire, et qui a produit énormément de textes législatifs sur cela. Alors, on a bien compris donc, qu'il y a des acteurs clés en unité ambulatoire. Vous, Raphaël, pareil, aussi il y a des acteurs clés. Et vous vous intéressez aussi aux outils numériques pour faciliter justement le travail et améliorer la qualité du suivi de patients. De quoi s'agit-il ? Bien sûr, aujourd'hui, vous avez des infirmières de coordination, vous avez des secrétaires de coordination qui passent énormément de temps au téléphone, la veille des interventions, à rassurer les gens, à donner toutes ces consignes que les gens n'ont pas forcément bien compris. Et le lendemain des interventions, il faut leur téléphoner pour savoir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de douleur thoracique ou au point de ponction. Et tout ça est extrêmement chronophage et des études ont été faites montrant que 50% des patients ne répondent pas au téléphone le lendemain des interventions, ce qui est fâcheux. Ils n'ont pas forcément leur téléphone portable à portée de main. Alors il y a des outils numériques qui apparaissent là depuis quelques mois. Il y en a 5 ou 6 qui sont très efficaces, qui dérivent de la chirurgie ambulatoire. Et nous, on a fait le choix de travailler avec une société qui s'appelle Satellia, qui a été développée par un anesthésiste de Bordeaux, qui vraiment est au cœur, dont on peut porter crédit sur la connaissance de l'ambulatoire. C'est un outil qui est mis à disposition de nos infirmières coordinatrices, qui vont avoir sur leur ordinateur un listing de tous les patients. Les patients vont recevoir 2 jours avant l'hospitalisation un SMS leur demandant d'abord leur donnant des consignes sur à quel endroit se rendre, à quelle heure, etc. Va leur remettre une vidéo pédagogique qui leur explique ce qu'on va leur faire avec de nouveau des images de synthèse. Ils vont également recevoir le consentement éclairé qu'ils vont pouvoir signer de façon électronique avec le doigt directement sur le smartphone et ils vont valider ce questionnaire et l'infirmière coordinatrice, derrière son back-office, sur son ordinateur, verra avec des voyants si le patient a bien répondu au questionnaire. Et le lendemain des interventions, ils reçoivent également un SMS leur demandant, sur un questionnaire de 4 ou 5 questions, leur état de santé. Est-ce que vous avez mal ? Est-ce que vous avez mal à la poitrine ? Est-ce que vous avez mal au point de ponction ? Est-ce que vous avez un hématome ? Les gens répondent, valident la réponse et l'infirmière reçoit un listing de réponses qui sont traitées par des algorithmes de discrimination. Et finalement, le patient va apparaître avec un voyant vert si tout va bien, orange ou rouge s'il y a un problème. Et là, votre infirmière va pouvoir dire « Ah, ce patient a un problème, je vais creuser ce dossier, voir ce qui s'est passé et prévenir mes cardiologues que ce patient, il faut qu'on le voit rapidement. » Ça permet d'optimiser, je pense, le suivi des patients. Eh ben, merci beaucoup, Géraldine. Merci, Raphaël. On voit bien que l'ambulatoire, le patient est bien traité. On va rester et parler toujours d'innovation, cette fois-ci, avec Loïc Bell, président du congrès du CNCH, et Jean-Loup Hirsch. Tout à l'heure, ils m'ont parlé des innovations et des thèmes traités de cette 24e édition. C'est un moment extrêmement important pour nous, important pour échanger en particulier pour nos organisations, promouvoir nos activités. Cette année, c'est une grande satisfaction d'observer une augmentation de la fréquentation de plus de 20% des participants.
Et à travers toute la France. Depuis toute la France, exactement. Et j'aimerais vraiment profiter de l'occasion pour remercier 3 personnes qui ont énormément donné pour ce congrès. Raphaël Lasserre, Jean-Louis Hirsch, le directeur du congrès, et Franck Albert, le président élu. Alors, Jean-Louis Hirsch qui est avec nous sur ce plateau, parlez-nous des nouveautés. Cette année, il y a de plus en plus de jeunes, vous les impliquez, c'est ça, au congrès ? Voilà, donc ça fait plus de 20 ans que le congrès se réunit chaque année, au mois de novembre à Paris, et bien évidemment on réunit des hôpitaux de toute la France, de La Rochelle, d'Annecy, d'Avignon, d'Arras, mais aussi de toute taille. Ce sont des hôpitaux qui sont des hôpitaux de préfecture avec des plateaux interventionnels, des plus petits hôpitaux et des hôpitaux ruraux. On traduit par là la prise en charge de plus de 50% des pathologies cardiaques. Traditionnellement, on repose sur 3 activités. L'activité centrale, qui est la colonne vertébrale du collège, c'est la vie des services. C'est l'endroit où on discute des problèmes quotidiens d'organisation, organisation des gardes, plateformes de spécialisation, et qui sont le quotidien qui intéresse tous les participants au congrès. À côté de cela, des groupes de travail, donc des sous-groupes de travail, insuffisance cardiaque, cardiologie interventionnelle, imagerie, etc. Et puis des activités scientifiques que nous faisons sous forme de symposiums, d'ateliers ou de déjeuners-débats, ceci en général en partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Cette année est importante. Elle est importante pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des innovations. La première, c'est celle que l'on est en train de pratiquer, c'est l'arrivée du numérique, l'arrivée de la communication sous forme de journaux télévisés, sous forme d'interviews telles que nous le faisons maintenant, qui ont comme vocation de perpétuer tout au long de l'année l'actualité de ce congrès. Ainsi, les présentations les plus importantes feront l'objet d'un résumé qui figurera sur le site du collège tout au long de l'année. Et il y a 2 autres nouveautés, rapidement. Alors, il y a 2 autres nouveautés. La première, donc, c'est l'arrivée progressive des paramédicaux. Donc, il y aura les infirmières, les manipulateurs radio, les cadres hospitaliers, parce que l'activité est devenue une activité en équipe. On ne peut plus travailler simplement seul. Nos préoccupations sont celles des paramédicaux et nous avons beaucoup à apprendre de leur part également. Cette année, on commence avec une session paramédicale qui a vocation à augmenter en termes de participation, en termes de durée d'intervention et a priori en termes de qualité. Et enfin, la dernière innovation qui... C'est quoi ? Dites-nous. C'est l'ouverture vers les jeunes, c'est capital. C'est capital parce que... de les intégrer, de les impliquer. Oui, il faut d'une part qu'ils connaissent le fonctionnement des hôpitaux. Souvent, ils sont dans les hôpitaux universitaires où ils ont une très bonne formation et ils ont une certaine méconnaissance de ce qui peut se passer en dehors des hôpitaux universitaires. Et encore une fois, nous représentons presque 60% de la prise en charge cardiologique. Leur venue au congrès leur permet bien évidemment de profiter de ce qui peut se passer au congrès et on fait tout pour qu'il y ait une participation active de leur part, mais ça leur permet également d'approcher la vie dans les hôpitaux et leur donner envie, nous l'espérons, de venir nous rejoindre au niveau de leur future carrière. Le Guébel, bonjour. Alors, un mot de cette... Alors, maintenant, peut-on pratiquer, on va parler d'un sujet qui fâche, peut-on pratiquer donc des TAVI sans CEC, dans des centres sans CEC? D'un côté, j'ai le professeur Géraud Souterrain. Bonjour Géraud. Bonjour Géraldine. Et de l'autre côté, Michel Pansiri. Bonjour Michel. Bonjour Géraldine. Les procédures de TAVI donc, se développent en France à tel point que cette année, il y a plus de TAVI que d'actes médicaux pour la première fois. Les procédures aussi sont de plus en plus sûres et pour autant, il faut toujours un centre autorisé disposant d'une chirurgie cardiaque de secours au cas où, avant de les pratiquer. Mais dans ce contexte, alors que c'est de plus en plus sûr, pourquoi ne pas ouvrir justement les TAVI dans des centres sans CEC, Géraud? Donc c'est la grande question à l'heure actuelle, puisqu'on a vu que l'activité de TAVI a largement augmenté, qu'il y a plus de TAVI à l'heure actuelle que de procédures chirurgicales. Donc c'est pour ça qu'avec le déploiement de ces procédures, on se pose un peu la question d'une ouverture des centres. Je pense que le problème n'est pas tant à la présence d'une chirurgie cardiaque sur place, puisqu'on voit qu'il y a peu de patients finalement qui vont aller en chirurgie alors qu'ils sont en TAVI. Mais le problème, c'est un problème de seuil de patients, puisqu'on sait, comme dans toutes les chirurgies, que plus on va faire de procédures, plus on sera avec des résultats optimaux
Et il y a une étude à l'heure actuelle qui a été effectuée aux États-Unis où on voit que la mortalité peut être multipliée par 3 en fonction de l'expérience des opérateurs et des centres. Et Donc, si l'opérateur n'en pratique pas, forcément, il y a Voilà, moins donc d'expérience et donc plus de risques pour le patient. Exactement. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, le problème est surtout l'expérience des opérateurs et des centres pour avoir un seuil minimal, pour avoir des résultats optimaux pour nos patients. Mais c'est compliqué. Vous, Michel Pansieri, pour pratiquer ces actes, vous faites une centaine de kilomètres. Comment vous faites et comment font vos patients? Alors, moi, je fais une centaine de kilomètres, aller une centaine de kilomètres retour. Parce que vous êtes à Avignon. Mais nos patients vous opérez à Marseille. surtout. Alors, il faut voir à qui s'adresse cette technique. C'est des patients qui ont souvent entre 80 et 90 ans, qui sont souvent des patients fragiles, fatigués. On leur demande d'aller assez loin dans des centres où il y a la chirurgie cardiaque pour une technique qui n'est pas chirurgicale. Pour une technique qui est devenue exclusivement percutanée. Géraud nous a montré récemment dans des présentations qu'il a faites que cette technique s'est extrêmement simplifiée, que le taux de complication est devenu très faible. Et on ne voit plus aujourd'hui pourquoi on devrait limiter cette technique qui s'est énormément diffusée à des centres uniquement qui ont la chirurgie cardiaque. Alors, ce qu'il faut, bien entendu, moi je suis tout à fait d'accord avec Géraud, il faut qu'il y ait des seuils d'activité, mais il y a des centres, il faut savoir que l'activité des centres qui n'ont pas la chirurgie cardiaque, c'est 40% de l'activité de ta vie en France, et qui sont obligés d'aller la faire, cette activité, dans des centres qui ont la chirurgie cardiaque. Donc aujourd'hui, c'est quand même un problème, parce qu'il y a de plus en plus de patients. Ces patients, on est de plus en plus obligés de les déplacer avec des frais de transport aussi, quand même, qu'il ne faut pas oublier. Et puis, les médecins aussi perdent un temps considérable des déplacements à une époque où la démographie médicale n'est pas non plus en faveur de perdre du temps pour les médecins. Oui, mais comment vous faites s'il y a une complication, etc. Alors, si d'abord, s'il y a une complication, CEC, il faut quand même savoir que s'il y a une complication grave, d'abord, les cardiologues interventionnels sont à même de gérer 90% de ces complications. Et les complications les plus graves, le problème, c'est que la chirurgie cardiaque, la plupart du temps, ne permet pas le fait d'avoir la chirurgie sur place ne permet pas de résoudre forcément ces complications parce que la mortalité est effroyable quand on a une complication très grave au cours d'un TAVI. Et souvent, par exemple, si on a une rupture d'anneau aortique, c'est pas le fait d'avoir la chirurgie cardiaque qui va forcément sauver le patient. Donc ça veut dire qu'en fait, Géraud, il veut garder son activité. Non, je pense pense pas que Géraud il soit forcément dans cette position. Je le trouve assez modéré. Mais il y a effectivement des gens, des centres qui souhaitent garder leur activité. Et le problème aussi, c'est qu'il y a des listes d'attente qui finissent par s'allonger avec des patients parfois qui décèdent sur les listes d'attente. On a eu une enquête du TAVI quand même là-dessus, du GACI pardon, là-dessus récemment, qui montrait qu'il y avait quand même 1% des patients qui décédaient en liste d'attente. Donc si vous voulez... Oui, pourtant, ce sont des opérations qui peuvent demander des délais de 2 à 3 mois. Vous êtes d'accord avec moi, Géraud? Oui, tout à fait. Alors, justement, en termes de délai, grâce justement à l'amélioration de la technique, les délais ont largement diminué. Nous, c'est vrai qu'à Clermont-Ferrand, on a des délais qui sont 1 mois. On n'est pas dans le cadre de l'urgence comme pour l'infarctus du myocarde. On peut faire des procédures réglées pour le TAVI comme le font les chirurgiens cardiaques. Et je voudrais rebondir par rapport à ce que disait Michel par rapport à l'activité. C'est vrai que je pense que le principal est d'avoir une activité quand même qui soit suffisante par opérateur. Et nous, par exemple, à Clermont-Ferrand, alors qu'on est 7 angioplasticiens et 7 chirurgiens, on a préféré recentrer cette procédure uniquement sur 2 angioplasticiens et un chirurgien afin d'avoir une expertise qui soit optimale. Et c'est vrai qu'on le voit dans notre pratique quotidienne où grâce à cette expertise, on peut gérer au mieux les complications. Donc je pense que le débat, il est vraiment là. C'est-à-dire que si on ouvre après à tous les centres, il faut avoir des seuils pour un nombre de patients minimum. Sinon, on n'aura pas des bons résultats. Et ce qu'on veut absolument, c'est avoir les meilleurs résultats pour nos patients, puisqu'on va vers quand même des procédures pour des patients à risque intermédiaire, avec des résultats qu'il faudra vraiment optimaux pour ces patients, pour qu'on ait vraiment le moins de complications possible et en cas de complications, savoir les gérer. Mais s'il y a de plus en plus d'actes, on l'a vu tout à l'heure, il y a de plus en plus de TAVI qui sont effectués, comment vous allez pouvoir respecter ces délais dans les prochains mois ou prochaines années? Eh ben, on voit par exemple que quand on regarde sur l'activité par rapport à 2010, en 2010 il y avait 1000 TAVI en France, on est passé à 11 000 TAVI. Mais grâce justement à une amélioration des techniques, à des procédures qui sont de moins en moins longues, puisque maintenant on arrive à mettre 4-5 TAVI dans une journée, eh bien on a réussi à avoir des délais qui sont corrects. Après, effectivement, on peut faire des projections, se dire que si dans 10 ans l'activité elle continue à doubler, eh bien il faudra ouvrir des centres, mais avec des prérequis, je pense, pour chaque centre, pour qu'on ait vraiment les résultats qui sont les meilleurs possibles pour nos patients, puisqu'on va vers des populations qui sont à risque moins important en termes de chirurgie cardiaque, et il faudra vraiment qu'on ait les meilleurs résultats pour eux. Et vous, en tant que président, enfin, vous êtes membre plutôt du GACI, qui est le groupe de la Société française de cardiologie, qui représente la communauté justement des cardiologues interventionnels français. Quelle est votre position là-dessus? La position du bureau du GACI, elle est quand même assez claire, si vous voulez, c'est que le bureau du GACI actuellement souhaite
l'extension à des centres sans CEC, mais qui ont une activité, ils sont capables de générer effectivement une activité suffisante. Alors, est-ce que ce seuil sera à 50, à 75 ou 100 TAVI par an? On ne sait pas encore. Mais il est évident que ça ne va pas concerner l'ensemble des centres de cardiologie interventionnelle. Et moi, je veux rassurer les centres avec CEC. Il n'est pas question d'étendre ça à l'ensemble des 200 centres et que des gens bricolent dans leur coin à faire 10 ou 15 TAVI par an. Ce n'est pas du tout ça dont il s'agit. Nous, on veut au contraire assurer une très grande sécurité dans ces procédures et réserver ça à des centres aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des centres sans CEC qui font plus de 100 TAVI par an. Et ces centres-là sont obligés encore d'aller dans les centres où il y a la CEC. Donc c'est vrai que c'est quand même un problème. Et pourquoi c'est un problème? Parce qu'il n'y a pas que le TAVI, il y a d'autres techniques en structurel. Il y a les MitraClip, il y a les fermetures d'auricules qui sont réservées aux centres sans CEC. Et aujourd'hui, les centres avec CEC sont embouteillés par cette activité structurelle qui est en train d'exploser et qui fait qu'aujourd'hui, moi par exemple, je devais aller faire des TAVI le mois prochain, début décembre, et on m'a dit, non, ce jour-là, tu as 3 MitraClip, Michel, tu attendras début de l'année prochaine. Donc, si vous voulez, quand même, aujourd'hui, les centres avec CEC ont une activité structurelle qui s'est énormément développée, et pas seulement à cause du TAVI. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que le risque qu'on a, si on n'ouvre pas des nouveaux centres, c'est de se retrouver avec des listes d'attente qui risquent de s'allonger, effectivement. On peut y rebondir, Michel, sur le seuil, puisque tu as parlé de 100 TAVI par an. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, entre les patients, les centres où il y avait moins de 50 TAVI par an à ceux qui avaient plus de 100 TAVI par an, il y a une mortalité qui est multipliée par 3 lorsqu'on fait moins de 50 TAVI par an. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir des seuils qui sont importants. Je pense que je suis tout à fait d'accord avec Jérôme pour dire qu'en deçà de 50 TAVI par an, ça ne serait pas raisonnable de dire qu'on va ouvrir un centre. Maintenant, est-ce que le seuil, on va le mettre à 50, à 75, à 100, on ne sait pas encore. Mais de toute façon, pour l'instant, on discute, mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est accepté. Oui, c'est un débat qui est long et de... Au niveau de la Société française de cardiologie, il n'y a pas du tout de démarche dans ce sens d'ouvrir des centres sans CEC. Et donc, c'est vrai que ce qui nous embête beaucoup, nous, au sein de notre groupe, c'est que finalement... il n'y a que 20% des centres de cardiologie interventionnelle qui ont la chirurgie cardiaque sur place, si vous voulez. Donc, pour les 80% de centres restants, c'est extrêmement frustrant. Et je voudrais quand même qu'on revienne aussi aux patients, parce que quel est l'intérêt du patient? Est-ce que l'intérêt du patient, quand il a 85 ou 90 ans, c'est d'aller à 150 km de chez lui pour avoir une procédure, certes, qui sera réalisée entre des mains expertes, mais... Si vous êtes, moi, par exemple, ça fait bientôt 10 ans que mais il faut quand même que le centre soit sûr, etc. Mais bien sûr. C'est ça mais le débat. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Personne ne veut faire ça. C'est ça, non, mais bien sûr, bien entendu. Voilà, l'intérêt principal du patient, c'est le résultat. On est tous d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on s'accorde après sur des seuils et sur le fait qu'on ait les meilleurs résultats possibles. On va peut-être s'accorder sur une application. Est-ce que vous connaissez l'application iTrack? Oui. Oui. Est-ce que vous la connaissez? Pas très bien. Pas très bien. Eh bien, justement, on va regarder ce que c'est que cette application en détail et ce qu'elle vous apporte, vous, au quotidien, cardiologue. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. iCrack, l'application de l'urgence coronaire. L'infarctus du myocarde est une urgence vitale où chaque minute compte. Sa prise en charge implique une chaîne des soins efficace entre le médecin urgentiste au chevet du patient, le cardiologue de garde en soins intensifs et l'angioplasticien, souvent d'astreinte à domicile. Une collaboration est essentielle pour confirmer le diagnostic, valider les traitements et coordonner un transfert immédiat dans le centre de coronarographie le plus proche. Elle se fait classiquement par conférence téléphonique et transfert par fax des ECG qualifiants. iCrack est une application gratuite, sécurisée permettant aux différents acteurs médicaux d'entrer en connexion et de partager instantanément les informations anonymisées des patients. Elle héberge vos protocoles locaux régionaux de prise en charge des urgences cardiologiques accessibles en ligne. Vous êtes de garde? Activez ce bouton. Vos collègues urgentistes ou cardiologues sauront vous identifier pour les 24 prochaines heures. Le cardiologue pourra suivre en temps réel le transfert du patient par géolocalisation du SAMU et organiser de façon optimale son accueil au Cath Lab. Avec iCrack, soyons connectés, simplifions nos échanges, réduisons nos délais de prise en charge et améliorons ainsi le pronostic de nos patients. iCrack, l'infarctus enfin connecté.
Dernière partie de ce magazine avec Franck Albert, vice-président du CNCH et cardiologue interventionnel à Chartres. Nous allons parler des maladies coronaires. Bonjour Franck. Alors 2018 a-t-elle été une année riche pour l'ACI ? Oui, Géraldine. Alors c'est difficile en quelques minutes de faire le bilan, le best-of de toute la cardiologie interventionnelle. Je vous laisse 3 minutes. Mais je vais essayer de vous donner mes coups de cœur. Donc il y a eu dans la maladie coronaire des espoirs un peu déçus, puisqu'on a 2 grandes études qui sont des études négatives, tant en prévention primaire qu'en prévention secondaire. En revanche, au niveau du structurel, c'est l'année des grands espoirs. Alors pourquoi au niveau structurel, justement, ça a été plutôt bénéfique On va peut-être commencer par le coronaire. Les coronaires, on a eu 3 grandes études. Donc la première étude, c'était Global Leader, qui était une étude qui a été publiée au Congrès européen donc en septembre 2018, qui était l'idée de voir si une monothérapie puissante comme le ticagrelor était suffisante pour nos patients dilatés. Donc c'est plus de 15 000 patients. Et on s'aperçoit que c'était de l'angioplastie tout venant, ça rentre en rien aigu ou en gorge stable. Un groupe avait donc du ticagrelor et de l'aspirine pendant 1 mois. Au bout d'1 mois, on arrêtait l'aspirine pour les laisser sous ticagrelor seul pendant 24 mois. Et on comparait avec le groupe, on va dire, standard, qui était une bithérapie classique pendant 12 mois, suivie de l'aspirine pendant la 2e année. Et cette étude, qui était une étude de supériorité, malheureusement est négative sur des critères durs qui étaient les MES, c'est-à-dire la mortalité, l'infarctus et les événements coronaires. Et malheureusement, le ticagrelor seul fait moins bien que la bithérapie. Pourquoi ? Parce qu'il y a probablement moins d'observance, notamment sur la 2e année, avec des effets secondaires, probablement du ticagrelor sur des dyspnées. Il y a un peu plus de dyspnées dans 26% des cas, et un peu plus de segments aussi, 2 fois plus souvent, même si ce n'est pas significatif. Donc l'aspirine restera le traitement de référence pour l'instant. La 2e étude pour la maladie coronaire, c'est l'étude Arrivée, qui était l'étude donc sur plus de 12 000 patients, qui était de montrer si l'aspirine chez des patients en prévention primaire, cette fois-ci, c'est-à-dire des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire modéré, c'était dans l'étude, ça c'était un risque relatif de 17% sur 10 ans, est-ce qu'il fallait donner de l'aspirine systématiquement à ces malades ? Et en fait, cette étude qui a été un suivi sur 5 ans montre qu'en fait, il y a plus de complications, plus d'hémorragies, notamment des hémorragies gastro-intestinales liées à l'aspirine, et que globalement, il ne faut pas donner d'aspirine de manière systématique à tous nos patients en prévention primaire. Et la 3e étude dans la maladie coronaire qui m'a frappé, c'est l'étude FEM, donc qui est une étude qui a déjà été publiée en 2010, mais là on avait un suivi sur 5 ans, sur FEM2, qui était donc l'angioplastie coronaire guidée par la FFR chez les patients stables. Et malheureusement, dans ce groupe, on n'a pas d'influence significative sur des critères durs qui sont la mortalité ou l'infarctus, mais en revanche, on soulage nos patients, on améliore le confort de vie, et donc l'angioplastie guidée par la FFR soulage nos patients, mais on ne modifie pas la mortalité ou le risque d'infarctus par rapport au traitement médical standard. D'accord. Et du coup, quelles conclusions tirez-vous de ces différentes études ? Sur le plan de la maladie coronaire, l'aspirine en prévention primaire, ce n'est pas systématique, puisqu'il faut penser au risque hémorragique. L'aspirine en prévention secondaire reste le gold standard chez des patients effectivement qui ont été dilatés. C'est le traitement de référence par rapport effectivement à une monothérapie avec des nouveaux antiplaquettaires. Et puis après, on a eu beaucoup de choses sur le structurel. Donc le structurel, là, c'est plutôt positif. C'est plutôt très positif, avec beaucoup d'espoir. On a assisté à un face-à-face sur le TAVI, donc on voit que ça alimente beaucoup les discussions au niveau national, parce que les indications du TAVI sont en train d'exploser. Actuellement, nos recommandations, c'est de préconiser chez les patients qui ont un rétrécissement aortique serré, symptomatique, le TAVI lorsqu'ils sont à haut risque chirurgical ou à risque intermédiaire, ou globalement lorsqu'ils ont plus de 75 ans. Et puis là, on a une étude danoise, qui est l'étude Notion, qui est un recul donc, qui est le plus important, qui est un suivi sur 5 ans des patients qui ont eu un TAVI, chez des patients cette fois-ci à faible risque chirurgical. Donc c'est des patients qui avaient un Neuroscore 1 qui était inférieur à 8%, qui avaient un STS inférieur à 4%. Donc vraiment des patients à faible risque, ce qu'on n'a pas le droit de faire actuellement, parce que ces patients qui avaient plus de 70 ans sont plutôt opérés actuellement. Et cette étude danoise qui est randomisée et multicentrique nous montre en fait que ça fait aussi bien que la chirurgie, voire même mieux. Il y a plutôt moins de complications, moins de fibrillation auriculaire, moins d'insuffisance rénale, moins de saignements.
Et tout ça, effectivement, et il n'y a pas de différence significative sur des critères durs comme l'AVC, l'infarctus ou la mortalité. Donc ça pousse effectivement à aller au TAVI. En revanche, il y a un peu plus de pacemakers chez les patients qui ont un TAVI. Je crois que c'est 26% versus 15%, mais ce n'est pas significatif. Donc c'est clair que le TAVI va probablement remplacer la chirurgie valvulaire dans l'avenir et que la chirurgie sera peut-être réservée aux contre-indications du TAVI. Bon, l'avenir nous le dira. Merci Franck Albert de nous avoir éclairé sur les maladies coronaires. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier magazine du CNCH.